ravi de vous retrouver pour cette Air du Temps en compagnie de Pierre Taribault, le rédacteur en chef de la semaine Nancy est avec nous. Bonjour Pierre. Bonjour Luc. Ça va bien? Ça va bien. Toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, notamment aujourd'hui parce que nous allons avoir fort à débattre, je crois. Ah absolument, oui. Chris Mathieu est avec nous, ça va Chris? Moyenne, ça va très bien, merci. L'Essentiel est avec nous, le rédacteur en chef de l'Essentiel Online, Chris Mathieu est avec nous. Et notre invité, bon, je pense qu'on n'a même plus besoin de vous le présenter, si on montre juste une image, tout le monde aura compris que nous avons avec nous l'homme fort du département du 54, le président Michel Dinet. Bonjour, président. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est moi. Alors, on va tout de suite planter le décor. Qu'entendez-vous par l'homme fort? L'homme fort, le poids politique. Une certaine puissance. Pas d'attaque personnelle, s'il vous plaît. Il n'y a jamais eu d'attaque personnelle dans ce rendez-vous. Les députés ont ratifié le traité budgétaire avec une majorité de gauche, malgré le vote hostile de 20 députés socialistes. Vous trouvez ça normal, vous? Le vote négatif? Oui. Non, mais c'est mon avis. Alors justement, permettez-moi d'intervenir. Sheila Skironi, députée de la première circonscription à Meurthe-et-Moselle, a voté contre. Oui. Ça vous a surpris? Elle dit qu'elle ne veut pas être un député godillot. C'est plutôt de bonne santé. Mais ceci dit, j'ai l'intention de discuter amicalement avec elle sur le fond. Quand on fait partie d'une majorité, on accepte effectivement les constructions, même quand elle demande à certains moments un compromis parce qu'on n'a pas obtenu tout ce que l'on voudrait. Et donc je pense qu'elle a manifesté là une liberté qui est un certain panache, disent certains, mais en même temps qui a besoin, non pas d'une remise au pas, parce qu'il n'y a pas de discipline. Il n'y aura pas de sanction d'ailleurs. Ils parleront un peu moins à la télévision, c'est ce que j'ai entendu. Oui. Non, c'est pas comme ça que les choses. Moi, je souhaite qu'elle explique pourquoi, qu'on entende pourquoi je pense qu'elle a tort, et puis que d'autres le disent, et puis la démocratie roule. En campagne, François Hollande avait annoncé qu'il voudrait des retouches à ce fameux traité. Finalement, les retouches sont à la marge, mais il y a quand même quelques retouches. À la marge. Il me semble quand même que l'enclenchement d'un certain nombre de choses sur la croissance reconnue comme nécessaire dans ce domaine, avec en même temps quelque chose qui semble complètement passé inaperçu, alors que ça fait des dizaines d'années qu'il y a débat, la mise en route de ce qui va aller vers la taxe Tobin, c'est-à-dire la taxation des mouvements de capitaux. On en est loin de la taxe Tobin, quand même. On en est loin. Vous savez, à être l'avant-garde. Moi, en politique, les choses commencent petits, mais quand les principes sont posés, ça finit par grossir. Cela dit, Président, on reste quand même sur un canevas qui est très Sarkozy-Merkel, quand même. Mais écoutez, quand on joue sur une scène internationale, on fait avec l'ensemble des partenaires tels qu'ils sont mais pourquoi dit-on à l'avance, je vais peser, et je vais pouvoir... Vous avez vu un candidat, vous, qui propose que... il indique à nos concitoyens, j'essaierai de peser comme je peux, etc. Il s'est battu, c'est incontestable. Les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes d'un certain nombre de députés, y compris de gauche. Donc il y aura à continuer à travailler dans ce domaine, mais la vie continue à tourner. Vous savez, les choses sont difficiles. Le sens de responsabilité, c'est aussi d'accepter, à un moment donné, que quand les choses sont dites, elles soient faites et signées. De toute façon, c'était impossible de ne pas signer. Quoi qu'il en soit, il fallait signer. Vous voyez le déluge que représenterait une crise où on n'aurait pas signé. Donc à un moment donné, c'est un peu embêtant parce que la dignité, y compris de l'exercice de son mandat, fait qu'on ne peut pas être en permanence sur la pression et le chantage. Mais en même temps, la responsabilité, c'est de se dire, à la limite, aurait-elle choisi de la même manière avec d'autres si le vote avait été remis en cause en termes de majorité? J'en suis pas sûr. Parce qu'en même temps, il fallait bien faire en sorte que les choses soient signées. Elle donne une touche particulière avec d'autres. On va en discuter. Alors depuis quelques mois maintenant, la gauche a plein pouvoir. Est-ce que vous trouvez que depuis quelques mois, ça va dans le bon sens? Je ne vais pas vous demander de noter comme l'instit que vous étiez, parce qu'on ne met plus de notes aujourd'hui. Mais si vous deviez mettre une note sur 10 à François Hollande, il aurait la moyenne? Ah oui, il aurait la moyenne. Il aurait la moyenne? Oui, il aurait la moyenne. Il aurait la moyenne. Et mes encouragements. Oui, mais en même temps, la moyenne, on comprend, vous lui donnez la moyenne. Mais par exemple, à propos, prenez l'affaire des pigeons. Bon, la taxation, ce qui veut dire la taxation pour les chefs d'entreprise vendant à 60% au moins, sinon 65%, vendant leur entreprise. Bon, il y a un recul. On annonce, et puis il y a ce mouvement des pigeons qui commence à grandir, qui grossit, le pigeon grossit, et au lieu de tirer le pigeon, eh ben on dit oui, on va revoir. Est-ce que c'est vraiment ça, le signe d'un pouvoir qui s'est préparé, qui a eu quand même du temps pour se préparer, qui a réfléchi, qui annonce quelque chose et puis qui dit on va voir? Écoutez, si je vous répondais langue de bois, je vous dirais mais non, c'est plus compliqué que ça, etc. Je pense qu'il y a là une reculade qui n'est pas de bon niveau.
C'est un mauvais signal, donné, c'est pas un mauvais signal. Il n'y avait pas à reculer sur cette question. C'est pas la même chose de travailler pendant longtemps à la constitution d'une entreprise et petit à petit à dégager quelques marges et de savoir ce qu'elles deviennent au moment où on cède l'entreprise que des start-up telles qu'elles sont posées qui... ça ne concerne pas que les start-up. Non, mais donc il y avait un peu de discernement à avoir, et en tout cas pas si vite. Il fallait au moins que dans la cage, on distingue les pigeons des pigeonnés. Oui, parce que parmi les pigeonnés, il y a des PME, des patrons de PME qui se sont battus, qui ont sacrifié leur vie de famille, leur argent, et au moment où... En ce moment, on se bat tous, on sacrifie le temps de notre famille, on est tous sur le pont d'une difficulté qui n'est pas celle que d'une catégorie. Dans l'entreprise, en même temps, ils donnent de l'emploi. Dans l'entreprise de société, il y a l'entreprise de production, il y a l'entreprise de service, il y a l'entreprise sociale, il y a l'entreprise d'une collectivité telle que celle que je dirige, et les choses sont effectivement relativement rudes. Donc en même temps, la question de savoir est-ce qu'on défend les précarés et les habitudes sans rien bouger, ou est-ce qu'on se donne les moyens, effectivement, dans un contexte compliqué, de dégager un équilibre entre les dépenses et les recettes? Ma foi, c'est difficile, parce que je vous l'ai déjà dit, il n'y a plus beaucoup de foin dans l'écurie, et donc ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de contents quand les choses se mettent en œuvre, y compris quand il faut aller, ce que je défends depuis toujours, vers une progressivité plus grande et totale de l'impôt, au nom de cette règle que chacun contribuera à la chose publique en fonction de ses capacités contributives. Alors s'il n'y a pas beaucoup de foin dans l'écurie, est-ce qu'il y a des pur sang au gouvernement alors? Oh, je n'ai pas besoin de pur sang au gouvernement, moi je préfère les chevaux de labour, ça c'est ma culture. Je préfère les choses costauds et solides. Et quand je veux savoir si les choses sont solides, je prends le temps de regarder, non pas sur un seul événement, et en tout cas pas en regardant les sondages ou la dernière page de presse du matin. Vaut mieux pas les regarder en ce moment. Non, ils sont pas bons. Mais attendez, les choses... nos concitoyens sont lucides. Ils expriment quoi en ce moment? Un désenchantement. On pourrait ne pas comprendre le désenchantement. D'ailleurs, toute la difficulté... Elle va être dans ce moment où il n'y a plus de moyens financiers qui permettent, comme dans certains cas, de servir par la réponse financière une demande ou une pression de telle ou telle catégorie de Français. On a besoin de réenchanter la société. Mais la gauche, elle n'a pas... Pardon, Christophe. Non, pardon. Vas-y. Okay. À propos de réenchanter la société, la victoire de Hollande, c'est surtout la défaite de Sarkozy. Si Hollande déçoit, comme dans ses premiers mois, qu'est-ce qu'il faut attendre ensuite en France? Vous n'êtes pas déçu par Hollande, vous, j'espère? Moi, je suis neutre. Moi, je suis journaliste, simplement. Je regarde simplement les sondages. Vous êtes citoyen. Mais non, un journaliste, ça ne regarde pas les sondages, ça les commente, ça essaie de comprendre pourquoi, comment. C'est la question que vous me posez. Et donc, moi, je dis, cette semaine, un président de la République qui repose les fondements de l'école, de belle manière, qui, quelques jours plus tôt, a posé tranquillement, mais fermement, la question de l'architecture en République, des différents niveaux de responsabilité, qui par ailleurs, quelques jours plus tard, se prononce sans faiblesse, mais en même temps avec beaucoup d'humanité sur les questions de sécurité, sur les questions de racisme, etc. Et que je retrouve au Parlement européen en essayant de faire en sorte que les choses bougent. Que demander de plus à un président? Alors après, quel résultat obtenu? Mais les résultats obtenus, si vous me permettez, moi je le dis toujours aux électeurs chez moi, il y a un mandat qui est donné, il y a une durée qui est confiée, et il y a un bilan qui est fait à la fin. Mais alors le changement, c'est maintenant, c'était pas maintenant, c'était le changement, c'est maintenant et tout le temps. La capacité à faire bouger en permanence les choses est extrêmement compliquée. Donc il faut avoir ça en permanence à l'esprit. Mais le changement, ce n'est pas l'agitation tous azimuts non plus. Alors nos concitoyens ont eu l'habitude, avec son prédécesseur, de voir une agitation dans tous les sens, donnant le sentiment que tout était effectivement traité. À trop embrasser, mal étreindre, vous le savez comme moi. Il faut traiter les problèmes les uns après les autres. Alors, ceci dit, quand on est responsable politique, ce qui est à mon humble niveau le cas, on regarde quand même la tendance, on regarde quand même l'ambiance générale. Et l'ambiance des sondages, elle est l'ambiance qu'on entend dans la discussion avec nos concitoyens. Certains veulent que ça bouge plus vite. D'autres découvrent que ça bouge, que ça change, et qu'il ne faut surtout pas changer trop vite. Entre les deux, dans ce pays qui est un peu compliqué de par sa richesse et son histoire, et dans un contexte européen et international difficile, il faut trouver les pas. Et moi, il me semble que les pas de l'installation sont des pas que vous trouvez un peu grands et un peu longs, mais qui sont en train de poser quelques actes forts. Mais cette crise, on a l'impression qu'ils la découvrent en ce moment. Est-ce que vous avez cette même impression?
Pourquoi vous dites ça? Mais parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que tout est difficile, qu'effectivement, il n'y a plus d'emplois, que des entreprises ferment, que des industries arrêtent, qu'on peut envoyer M. Montebourg partout, mais M. Montebourg, il est devant des choses quand même qui ne sont pas faciles à remettre en état, si j'ose dire. Donc, on a l'impression que, voilà, on est en train de découvrir l'état de la France et on essaie de... Est-ce que les fins observateurs que vous êtes, et vous en particulier, sont allés voir un peu dans les cartons où étaient les décisions des fermetures de ces entreprises? Oui, on est d'accord. Est-ce qu'ils sont sensibles au fait que ce qu'on a retenu pendant plusieurs mois tombe à cette période? Premier point. Mais ce n'est pas nous qui avons dit, comme il l'a fait à Châlons-en-Champagne, que la crise était d'une extrême gravité, c'est-à-dire qu'il semblait la découvrir quand même, lorsqu'il le dit. Ben non. C'est comme si moi j'expliquais comment à mes militants ou qu'un homme explique à ses élèves dans la classe ou autre une situation difficile. Faut bien en donner comment l'ampleur. Et vous savez comme moi que c'est pas dans une campagne électorale qu'on fait comment prendre cette mayonnaise sur la base de vous allez voir, on va tous souffrir, les fins de mois vont toutes être difficiles, etc. Mais comment trouver l'équilibre? Moi, je trouve que le président Hollande a fait une campagne où il s'est bien gardé de promesses intempestives. Et donc, je suis étonné... Il a fait quelques-unes quand même. Donnez-moi celle qu'il a faite et qui n'est pas respectée. Bah, écoutez, pour l'instant... Pour l'instant. Oui, pour l'instant, mais à ce moment-là, on ne dit pas le changement, c'est maintenant, et ensuite, on ne prend pas les positions qui... mais le changement, c'est maintenant. Des comportements qui changent. Parce qu'on peut toujours une éthique du gouvernement qui est un peu différente. La capacité progressive... Bon, attendez, on a quand même un certain nombre de mesures au plan financier, au plan fiscal, au plan... Non, c'est pas, justement, il n'y a pas de visibilité. C'est-à-dire que, bon, sur les pigeons, il revient en arrière. Le budget, on ne sait pas si l'impôt augmente, si c'est 9 Français sur 10, on ne sait pas vraiment. Monsieur Taribo, qui me demanderait plus de brutalité sur la pression fiscale? Non, je ne demande pas. Moi, je ne gouverne pas. Donc, je vous dis simplement, on a du mal à s'y retrouver. Certes, le sentiment, quand je parle des Français, il y a une certaine déception, et peut-être l'impression que le pouvoir ne s'était pas préparé. Bon, la situation est extrêmement difficile. Et le pire n'est pas aujourd'hui. Le pire est devant nous. Moi, c'est ma certitude. On aura encore quelques bulles financières qui vont exploser. Et on n'est pas à l'abri, dans le contexte international, de dérapage dans un certain nombre de lieux de la planète. Et donc, vous y ajoutez les élections incertaines aux États-Unis, parce que quel que soit le résultat, ce que j'espère favorable au président Obama, les marges seront faibles. Et ce que j'attends d'un président qui n'est pas contraint par le mandat à venir, puisqu'il aura fait les 2 mandats, et que ça va lui laisser un peu de largeur pour prendre éventuellement des dispositions plus rudes à poser au plan financier ou autre. Tous ces éléments-là sont pour l'instant pas favorables. Par ailleurs, on a autour de nous des gens désabusés. Des gens qui ne se parlent plus de la même manière qu'hier, qui n'utilisent pas le même vocabulaire. En clair, on a une société qui s'est fragmentée. Et on a en même temps quelque chose qui relève d'un développement de l'individu, après notamment l'échec des mouvements et des pouvoirs collectifs. Je pense notamment à l'écroulement du mur de Berlin, pour en citer l'acte le plus symbolique. On a à revenir à quelque chose de plus partagé et de plus fraternel. Cette capacité à ce que la solidarité de droit soit complétée par une solidarité d'engagement m'apparaît un élément extrêmement fort. Mais pour réussir la solidarité d'engagement, il faut qu'on donne des signes très forts à tout ce qui, sur le terrain, invente, construit, milite pour faire du lien, pour faire du projet ensemble. Et ça, je vous le dis, je pense que le gouvernement actuel ne l'a pas encore assez impulsé, ne l'a pas encore assez dessiné et n'a pas encore assez dit la manière dont il allait l'impulser. Pour en revenir un petit peu en région, est-ce que vous êtes inquiet, vous, sur le devenir des départements, ou est-ce que vous êtes rassuré? Ai-je franchement l'air de quelqu'un qui est inquiet? Ça pourrait. Non. Pourquoi? Par rapport à une structure? Oui. Ben, écoutez, on n'est pas, les collectivités sont des outils au service de la démocratie. Donc moi, j'ai toujours dit à tous ceux qui n'arrêtaient pas de faire des discussions d'esthète au coin d'une table sur l'empilement du millefeuille et la nécessité de supprimer, je leur ai toujours dit, ben, parlons du département. Et vous savez comme moi que je ne suis pas un départementaliste effréné. D'accord. Mais par contre, je suis passionné par la gestion et l'animation du département dont j'ai la responsabilité. Eh bien, si les gens avaient réfléchi depuis 10 ou 15 ans qu'ils perdent comme temps à discuter de cet échelon de responsabilité, vous voyez la moitié du budget départemental actuel pour la Meurthe-et-Moselle, ce qui est un budget de 700 millions, vous faites la division par 2, elle est aisée. Vous voyez les régions demain reprendre l'action sociale?
C'est impossible. Vous voyez de l'autre côté les communes ou communautés de communes reprendre. Donc on aurait dit ça dès le début aux gens. Parce qu'on est très fort pour les discussions théoriques dans notre pays. Donc moi, ce que je pense, et je l'ai entendu dans le discours du président de la République, c'est qu'à côté d'un État fort sur ses compétences régaliennes, vous dites, et je prends acte parce qu'il faut tout écouter, que pour l'instant, ce n'est pas encore assez clair dans certains domaines. Dont acte, moi je serais un fiefé et langue de bois si je vous disais que je n'ai pas entendu ça. Donc je l'entends, et il m'arrive même, moi-même, de le penser. Bon, à côté de ça, on a besoin de collectivités respectées, tranquilles, à qui l'on fait a priori confiance. Ce qui est son cas. C'est son cas. Mais il ne fait pas que discourir là-dessus. On est reçu le 22 octobre à l'Élysée par le président de la République et le Premier ministre avec son gouvernement. Je parle d'une délégation de l'Assemblée des départements de France. Et nous sommes quelques-uns à travailler en ce moment sur le texte qui sera soumis à une déclaration et à une signature commune. Et moi, je suis en train de travailler à ce qu'on ne soit pas dans le défensif, mais qu'on soit dans un département qui dit ce qu'il a envie de faire dans le domaine social, dans le domaine du haut débit, dans le domaine du soutien à l'économie sociale de proximité, tout ce qui fait la vie quotidienne de nos concitoyens. Mais en même temps, vous parlez du social, et c'est vrai que c'est une des actions fortes des départements, mais en même temps, est-ce que vous passez l'éponge sur ce que l'État vous devez? Mais j'ai pas d'éponge, jamais. Ah non, et le teugnat que je suis ira jusqu'au bout dans ce domaine. Non, attendez, moi je parle de l'action sociale. Vous parlez des allocations de solidarité, c'est pas la même chose. Qui est quand même un Alors, comme vous m'avez provoqué un petit peu de temps sur les... Gentiment, non, mais vous savez comment je peux être disert sur cette question. Les allocations de solidarité, moi j'ai demandé dans la motion qui a été adoptée unanimement par le Congrès de l'ADF à Metz, que soient indiquées deux choses. C'est que l'APA devait être à nouveau réparti à 50-50 entre l'État et le département et qu'on doit mettre ça en route. La négociation est ouverte à partir du moment où le président de la République, par courrier, a reconnu que le problème était à traiter. Mais en même temps, j'ai demandé que les deux autres allocations, parce que c'est là qui font le plus mal dans mon département, notamment le RSA, ancien RMI, et puis la prestation de compensation du handicap, soient traitées pour qu'à terme, elles soient prises en compte à 100% par l'État. Alors, vous avez raison, j'aurais peut-être besoin de rempiler pour arriver au terme. Mais je n'ai pas l'intention de lâcher dans ce domaine, n'ayez aucune crainte. À propos de jolis projets, je voulais venir un petit peu à parler d'Illange, de tout ce qui est programmé là-bas. On parle de plusieurs milliers d'emplois. Quels sont les atouts du département pour fournir cette zone en emploi? Pourquoi vous voulez qu'on fournisse la zone en emploi? Ah, ben, je croyais que c'était pour des emplois en Lorraine. Oui, mais ce n'est pas les départements qui fournissent. Les départements, ici comme dans d'autres lieux, quand ils ont... Attendez, ce n'est pas les départements, la formation. Donc, ils créent les conditions de l'installation ou de l'accueil des entreprises. Et donc, nous, notre rôle, c'est d'intervenir sur ce qu'est infrastructure routière ou débit ou autre. La formation professionnelle, elle va avoir à jouer. C'est la question de la région. Et pour que se discute un plan commun entre le département initiateur, nous dit-on, et la région, il faut causer. Et la région ne sera pas celui qui viendra avec le carnet pour accorder des aides quand les décisions sont prises. Il y a donc besoin d'une discussion le plus en amont possible pour que les petits ruisseaux fassent les grandes rivières. Vous êtes inquiet sur l'économie régionale, ArcelorMittal, Skylander, bref, tous les jours on a une nouvelle affolante, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous avez longuement travaillé sur Lorraine 2020. Qu'est-ce qu'il en était sorti de votre travail? Qu'est-ce qu'il va en sortir? Oui, mais enfin, vous l'avez déjà préparé. Ben non, le rapport est prêt. Le rapport fait un accord très large, ce qui est quand même un élément qui ne doit pas vous échapper en Lorraine. Les Lorrains ont plus l'habitude de se disputer que de dire qu'ils sont d'accord sur un certain nombre de choses. C'est vrai. Donc l'idée de l'unité lorraine, du rassemblement des Lorrains et de toutes les énergies lorraines est bien comprise par les partenaires. Et donc on va avoir, bien sûr, à travailler, par exemple, sur les dossiers dont vous évoquiez l'importance, entre les services de l'État, que je ne souhaite pas oublier, de la région, des départements, des communes et des groupements de communes, pour faire en sorte qu'on s'appuie sur cette force-là pour construire un développement territorial solide. Alors, il ne faut surtout pas baisser la garde sur les gros dossiers de filière. Donc moi, je propose à la région, avec d'autres élus, dont le vice-président Ledéo, qu'elle puisse non seulement servir toute la Lorraine, mais en même temps être implantée sur un territoire. Autant qu'on mette le siège du développement de la filière bois dans un département comme les Vosges, où l'activité est évidente. C'est ça l'accroche et le croisement. Bon.
Donc les filières, on a besoin d'abord de dire que si on en a 12 qui sont retenus par le Conseil général, il faut qu'on retienne dans les 12 quels sont les 3-4 qui sont prioritaires et quels sont ceux donc qui ne seront pas abandonnés mais qui seront de second rang. Et puis il y a des tuiles. Lesquelles pourraient être prioritaires là? Bien évidemment, j'ai cité la filière bois. Oui. Il me semble que la partie éco-développement est extrêmement importante. En voilà 2 par exemple. Il y en a des traditionnels sur lesquels on n'a pas à chercher quelle est l'implantation géographique. Je pense notamment à l'automobile, sur lequel nous devons nous préoccuper en permanence. Est-ce que c'est vraiment une filière, l'automobile en Lorraine? Oui. C'est un acteur, mais c'est pas... Attendez, quand on voit la manière dont la relation entre les grosses entreprises de montage et de fabrication croise le travail des équipementiers, moi je peux vous dire que quand je rencontre les dirigeants d'entreprises dans ce domaine, on voit bien quel est le réseau qui se construit et ce sur quoi on doit faire attention. Il n'y a pas que la formation dans ce domaine. C'est peut-être pas le prochain domaine qui a des gros problèmes à se faire, des gros soucis à se faire, pardon? Comment on doit les anticiper, oui. Non, c'est pour ça que pour terminer ma phrase, on a besoin en même temps, dans le domaine sidérurgique, dans le domaine aéronautique, où on a pris quelques risques et quelques idées dans ce domaine, travailler aux choses. Mais en même temps, moi ce que je souhaite, c'est que très vite, dans des secteurs à enjeu, comme la vallée de la Fensch, par exemple, on met le paquet sur un projet plus émergent de développement autour des acteurs locaux. Donc tout ça, c'est patient, c'est compliqué. Et je vais vous dire, moi, pour la sidérurgie, il me semble que le débat doit très rapidement, s'il y a un débat européen que doit poser rapidement le président de la République, c'est celui-là. Parce qu'on va bientôt être complètement déshabillé par la puissance indienne et ses capitaux, non seulement dans ce qui nous préoccupe en Lorraine, mais dans toute l'Europe. Et on a donc besoin de définir quelle pourrait être la puissance d'une sidérurgie en Europe et quelle est la place que pourrait prendre le secteur mosellan qui est concerné et qui, soit dit en passant, concerne toute la Lorraine. Mais en même temps, qu'on essaie, comme on le peut, de se battre sur ces choses-là. Moi, Skylander, je continue à toucher du bois, je ne sais pas s'il est chaud, mais en même temps, je prends l'engagement que si ça s'écroule, vous avez le droit de me rappeler que j'ai dit que j'étais solidaire de ce projet. J'ai d'ailleurs dit, moi, dans ce domaine, comme toujours, qu'il y avait ceux qui regardaient ça avec circonspection et qui, si ça réussit, disent j'y étais, et si ça ne réussit pas, disent je vous l'avais dit. Vous pensez à qui? Non, je ne veux pas vous citer. Le succès est l'enfant d'un seul, la défaite de tous. Moi, si l'échec est là, je reconnaîtrai que l'échec est le mien. Mais en tout cas, je n'aurais pas accepté que le président du Conseil régional ne prenne pas avec sa majorité, et d'ailleurs avec les autres groupes, les responsabilités et le risque qu'il fallait à un moment donné. D'ailleurs, ça ne veut strictement pas dire que si Skylander ne va pas au bout, il n'y aura pas d'activité sur Chamblay. Vous pouvez compter sur lui, Jean-Pierre Masseret, et sur nous pour le soutenir. Il reste 3 minutes. Est-ce qu'on peut évoquer avec vous... Je voudrais quand même, excusez-moi... On ne parlera pas de Mathieu Klein. Si, on va parler de Mathieu Klein, mais on va prolonger l'émission, vous allez voir. Non, je voudrais simplement vous dire qu'un jour, il faudra qu'on parle aussi de l'importance énorme de l'opération d'intérêt national dans le secteur d'Esch-Belval. Bien sûr, donc vous êtes... je suis président de l'établissement public d'aménagement. C'est un élément considérable de développement sur lequel moi je mets à la fois mon énergie, mon temps, parce que je crois très fort à ce dossier. Je ne veux pas être pêcheur, mais c'est ce que j'entends, c'est ce que nous tous entendons depuis des années et des années. Mais la différence... Donc il y a une route qui a été faite pour Micheville, mais sur place, quelles sont les relations que vous entretenez avec le Luxembourg pour quel projet? Attendez, vous me posez la question, moi je prends la présidence de l'EPA il y a à peine quelques semaines. Donc vous êtes encore plus exigeant que le président de la République. Par ailleurs, on m'avait demandé, moi, que je mette en place une route conjointe avec le département de la Moselle. On a réagi immédiatement, on a mis. Après, on nous a demandé dans l'EPA de constituer un capital en commun. Et j'ai été interrogé en disant, est-ce que vous souhaitez une participation qui vous avantagerait proportionnelle à la population ou 50-50, département de la Moselle, département de Meurthe-et-Moselle? Solidarité régionale, volonté régionale, 50-50. De la même manière que l'État et la région prenaient une part équivalente également au-dessus sur ce dossier. On est au boulot, le conseil d'administration s'est mis en place. J'ai rencontré mes partenaires luxembourgeois, on a une rencontre des 2 conseils d'administration prochainement. On est en train d'installer le siège. D'aucuns voulaient, d'une manière un peu technocratique, nous le proposer à Pont-à-Mousson. On va le mettre au cœur de la friche de Micheville. Et j'ai commencé un premier séminaire avec tous les conseillers municipaux concernés pour leur dire, les amis, on n'a pas besoin de gens qui regardent la couleur des trains qui passent et qui la commentent. On a besoin que tout le monde soit sur le navire. Si vous voulez que vos projets locaux de construction, de réhabilitation, accompagnent les gros projets fonciers, on a besoin d'être tous ensemble.
Mathieu Klein vous dit. Oui, parce que comme maintenant vous êtes directeur des programmes de R, je suis propre 2 minutes de plus. Je vous remercie. Allez-y Pierre, posez votre question, je poserai la mienne après. Oui, alors Mathieu Klein s'est déclaré candidat à mairie de Nancy, ce qui n'est pas une surprise, puisque bon, c'était dans les tuyaux depuis un moment. C'est un bon grand candidat. Mais à votre avis, est-ce qu'il ne part pas un peu tôt? Mais alors, l'important, dans n'importe quelle course, je ne suis pas un spécialiste des courses trop longues. Je ne vais pas vous raconter que je fais le marathon ou le semi-marathon. Mais quelle que soit la durée et la longueur de la course, il faut la mesurer par rapport à sa tête. Et cet homme-là est un homme qui parle au bon moment, mais qui ne parle pas tout le temps. Donc comme il y a besoin qu'on l'entende, il s'est inscrit dans la durée. Mais en même temps, tout le monde savait qu'il était candidat. Ah non, mais attendez, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose de dire qu'on est candidat et de dire quelle est la manière dont on conçoit la relation il se prépare. Personnelle à sa ville et la manière dont on dessine au niveau de la ville, au niveau de l'agglo et au niveau du bassin une conception d'une ville autre à mettre en œuvre. Il commence ses rencontres d'ailleurs aujourd'hui. Oui. Vous inquiétez pas. Celui-là, cet homme-là, il y a beaucoup d'amitié dans ce que je dis, je le connais depuis longtemps. Je l'ai formé pour une partie, il m'a formé pour une partie. Il a un sens de la responsabilité très important. Il aime les gens, il aime les lieux, il aime sa ville. C'est déjà quelques avantages. Et en plus, il a oublié d'être sot. C'est-à-dire qu'il a une mécanique dans la tête qui pense et qui tourne bien. Vous lui parlez culture, vous lui parlez santé, vous lui parlez développement. Il ne vous rabâche pas des phrases toutes prêtes. Il vous dit, sans retenue, ce qu'a priori il pense. Il a déjà quand même un certain nombre de qualités. Il est prêt, il ne fait pas et il s'est préparé. C'est pas un peu comme le pouvoir socialiste. J'en reviens. J'ai une vieille lubie comme ça. N'attaquez pas le pouvoir socialiste, s'il vous plaît. Et surtout qu'on n'a plus le temps, Pierre, s'il vous plaît. Il se prépare. Il se prépare de bonne manière. Il a annoncé ça, à mon avis, de bonne manière. Le bon temps, quand je vois les commentaires qui sont faits, vous savez, quand ses concurrents disent du mal de lui. Ah, ça arrive, c'est pas possible. C'est bon signe. Ça veut dire que, parce qu'on aura dans cette élection à connaître l'ancrage humain personnel. C'est que pour l'instant, politique. On ne sait pas qui l'aura en face. Mais en même temps, on a besoin surtout de connaître le projet. Parce que les gens ne choisissent pas sur une appartenance, ils choisissent sur une adéquation entre une appartenance et le projet qui est présenté. Et la force de Mathieu Klein, c'est que quand il parle des collèges au Conseil général, quand il défend la politique de la jeunesse au Conseil général, quand il anime une semaine ou une quinzaine sur la lutte contre les discriminations, il mène ça avec la même force, la même vigueur, mais toujours avec la même tolérance et la même efficacité. Parce que cet homme-là, dans ce qu'il fait, il ne fait pas que le faire, il le réussit. Cet homme-là, c'est un homme qui prend de la matière et qui en fait quelque chose. Donc c'est le prochain maire de Nancy, alors? Bon, écoutez, moi, je vais vous dire, s'il était le prochain maire de Nancy, je serais un homme heureux. C'est dommage, j'avais encore des questions à vous poser. Pas dommage que vous ne soyez pas heureux, pas du tout ça, il n'y a pas de transition. Je voulais encore vous demander un truc sur le cumul des mandats, mais on n'aura pas le temps. C'est dommage parce que j'aurais bien aimé... Mais je suis contre le cumul des mandats. Merci, voilà. Président Dinet, c'est au moins clair et net. On arrive à la fin de ce rendez-vous. Merci Pierre Taribeau. Merci beaucoup pour le journée de la semaine. Merci l'essentiel avec Chris Mathieu. Merci Président. Merci. Et à très bientôt. Merci. Allez.